Vincent, bonsoir. Bonsoir. Merci de me recevoir dans cette cuisine. Alors tout d'abord, je te prie, et je prie ceux qui nous regardent de m'excuser, parce que pour ma voix, j'ai un peu trop abusé de mon organe, mais on va quand même réussir à s'entendre. Et on se voit ce soir pour parler de ta biographie d'Hugo Chavez, qui fait partie d'ailleurs d'un ensemble, d'un coffret qui comprend également une anthologie de discours de Chavez ainsi qu'un DVD. Alors, la première question que je voudrais te poser, c'est l'origine de tout ça, c'est-à-dire l'origine de ton intérêt pour Chavez. Je sais que c'est en rapport avec un travail de recherche universitaire. Comment est-ce que tu as été amené à t'intéresser au Venezuela et au gouvernement de Chavez? J'ai découvert Chavez sur Internet. Je me souviens, à l'université, et de vidéo en vidéo, je suis tombé sur une vidéo d'Hugo Chavez, un discours, puisqu'il s'exprimait beaucoup à la télévision, et quelques-unes de ses interventions étaient mises à disposition sur YouTube, donc on pouvait les regarder. Et moi, j'ai la chance de parler espagnol, parce que ma mère est d'origine sud-américaine, colombo-vénézuélienne, pour être précis, et donc je pouvais effectivement comprendre ce que disait ce président. Alors, par ailleurs, j'étais intéressé par la politique parce que je viens d'une famille assez politisée, du côté de mon père, plutôt classé à l'extrême gauche, parti communiste. Et donc, effectivement, ça m'a interpellé, ça m'a intéressé. Et là, j'ai découvert qu'effectivement, Hugo Chavez avait porté la voix de son peuple, avait un discours transparent, contrairement au discours qu'ont les politiciens français. Donc, ça m'a tout de suite interpellé. Et je me suis mis à suivre ce président à distance et à écouter beaucoup de ses discours. J'ai énormément écouté Chavez pendant des centaines d'heures, et c'est comme ça, progressivement, que j'ai essayé ensuite, dans les travaux universitaires, d'orienter mes recherches vers le Venezuela, vers le nord de l'Amérique du Sud, le Venezuela. Et j'en suis venu à faire une thèse de doctorat, un doctorat en économie, sur la manière dont Chavez redistribue le pétrole aux classes pauvres vénézuéliennes. C'est ça le sujet de ma thèse. Pour revenir sur ton intérêt et ton itinéraire, puisque un livre s'explique aussi par son auteur, tu aurais eu l'opportunité, et j'ai entendu dire, de faire partie des conseillers internationaux du gouvernement vénézuélien, mais au moment où cette opportunité s'est déclarée, le hasard du calendrier a fait que Chavez est décédé. C'est ça, oui, mon but. Ce qui t'a fait. C'est ça. Mais mon doctorat en économie, je l'ai fait justement dans le but ensuite de me rendre au Venezuela pour participer à cette révolution, pour essayer d'aider. Parce qu'il y a des Français, par exemple. Oui, Chavez a des conseillers, il faut parler au passé maintenant, des conseillers à la fois cubains, ça lui a été reproché, bien sûr tous ses conseillers vénézuéliens et ses ministères, et des conseillers européens. Et il recevait quotidiennement des rapports de la part de ses conseillers, et parmi ces conseillers européens, effectivement, j'avais deux amis à moi, et qui me disaient, viens au Venezuela et intègre Oui, ça aurait été intéressant, effectivement. Donc le problème, c'est que moi, j'ai soutenu ma thèse un mois avant que Chavez ne meure. Donc j'ai pas pu effectivement participer à cette aventure. Mais si tu n'as pas participé à cette aventure, est-ce que c'est parce que ça a été remis en cause par son successeur, ou parce que toi, tu t'es dit que le président ayant changé, tu voulais prendre du recul pour juger du nouvel homme fort? Non, c'est tout simplement que dans l'intervalle, j'ai eu d'autres opportunités, notamment celle de venir à Paris et faire des reportages, et ça m'intéressait aussi. D'accord. Et puis je pense que c'est pas un mauvais choix, parce que dans le fond, il est plus important pour moi d'œuvrer pour la France que d'œuvrer pour un pays étranger, dans tous les cas, quel que soit l'amour que je peux attacher à ce pays, bien sûr, et le respect avant tout, et le respect que je peux avoir pour un gouvernement. Donc, et auparavant, avant la mort de Chavez, effectivement, tu avais fait ce travail assez énorme de sous-titrer en français, donc de traduire ces fameuses vidéos dont nous parlions, qu'Égalité et Réconciliation a diffusé notamment sur ses chaînes, ce qui a permis à un public français non hispanophone de découvrir une sélection de discours.
avant la publication. Oui, il me paraissait important de traduire cet homme pour faire connaître sa voix aux Français, pour montrer que le nationalisme n'est pas forcément ce qu'on en dit en France, c'est-à-dire le fascisme, l'extrême droite, le mal, en quelque sorte, que le nationalisme pouvait également s'incarner dans des hommes qui voulaient le bien de leur peuple, et en l'occurrence chez Chavez c'est absolument éclatant, transparent, évident. Donc c'est pour ça que j'ai traduit Chavez, pour montrer qu'il pouvait exister un nationalisme de gauche, entre guillemets, ou un nationalisme d'émancipation. Mais on sait qu'il y a eu des relations avec certains partis de gauche, comme le Front de gauche. Enfin, il y a une photo célèbre de Mélenchon et de Chavez. Mélenchon que tu attaques, je ne sais même plus si tu le cites ou pas, mais tout le monde le reconnaît. Enfin, disons, tu pars du principe que la plupart des mouvements de gauche radicale en Europe, et spécialement en France, qui soient pro-chavistes ou anti-chavistes, n'ont pas compris ce qu'était le chavisme. C'est ça. Beaucoup de jeunes d'extrême gauche qui peut-être croient profondément dans leur combat et dans ce qu'ils font, portent souvent, je vois, des t-shirts à l'effigie du Che ou de révolutionnaires sud-américains tiers-mondistes. En réalité, tous ces leaders, et Chavez en fait partie, l'un de leurs cris de guerre, en quelque sorte, c'était la patrie ou la mort. Ça a du sens. C'est-à-dire que c'était avant tout des nationalistes. Et d'ailleurs, Chavez le dit dans son dernier discours à la Nation, le 8 décembre 2012, il dit « Nous sommes humanistes, nous sommes révolutionnaires, mais avant toute chose, nous sommes des patriotes. Fondamentalement, nous sommes des patriotes. » Et c'est effectivement ce que ne comprend pas l'extrême gauche en France, mais alors je ne sais pas si elle ne le comprend pas, si elle ne le comprend pas ou si ce n'est pas fait exprès, justement, pour récupérer le message de tous ces révolutionnaires et le rendre inopérant, et le rendre stérile. Vous voyez, parce que effectivement, Chavez pourrait être, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait à Égalité et Réconciliation, c'est-à-dire essayer de faire émerger ses voix, montrer quel est le message profond, sans filtre, puisque moi ce que j'ai fait en fait c'est traduire Chavez et les gens pouvaient voir directement, sans commentaire, qu'est-ce que disait cet homme, et montrer que la voix du nationalisme est la seule voix aujourd'hui permettant de rendre l'indépendance, sa grandeur à la France. Alors les diverses gauches ici ont effectivement un problème de fond, un blocage intellectuel avec le nationalisme. Il y a une autre question à laquelle que tu lis à celle-ci, c'est la question de l'armée. Chavez est un officier qui défend l'armée, qui en a une vision d'ailleurs relativement humaniste. Enfin moi en lisant ça, ça m'a fait beaucoup penser à certains textes de Mao, par exemple dans la manière, une fois officier, dont il a voulu diriger un bataillon de chasseurs, si je me souviens bien, il voulait les intégrer vraiment à la vie locale. Mao disait l'armée doit se fondre dans la nation comme un poisson dans l'eau, quelque chose comme ça. On retrouve un peu ça, ce qui est une vision socialiste et humaniste de l'armée. Or, l'armée, ici, est idéologiquement connotée, alors qu'en fait l'armée est un instrument neutre, bien sûr, mais idéologiquement connotée comme quelque chose plutôt de droite, voire d'extrême droite. C'est ça, alors que Chavez, donc lui, mais tu sais qu'au Venezuela également, quand Chavez entre à l'armée, il fait ce choix à l'encontre de la vie de sa famille, c'est-à-dire qu'il le fait en cachette, parce qu'il sait très bien que sa mère, sa grand-mère et son père sont contre ce choix. Oui, parce qu'il y a eu des gouvernements autoritaires très répressifs qui utilisaient l'armée contre le peuple. Bien sûr, parce que le peuple, à cette époque, donc on est dans les années 50-60, avait une très mauvaise opinion de l'armée. Oui, bien sûr. À cause des décennies d'oppression du peuple vénézuélien par l'armée. Donc Chavez fait ce choix finalement contre l'avis de ses parents et de sa grand-mère qui était très importante pour lui, c'est celle qui l'a inspiré. Et donc il fait ce choix-là. Et c'est au sein de l'armée que naît en lui, parce qu'il va vouloir faire l'armée pour jouer au baseball. C'est un passionné de baseball. Il ne fait pas l'armée pour sauver son pays. Il fait l'armée pour pouvoir jouer au baseball dans une équipe semi-professionnelle. Et en fait, c'est au sein de l'armée, les marches au pas cadencé, fusil à l'épaule, casque sur la tête, le lever des couleurs aux aurores, les chants patriotiques, tout ça va l'émerveiller, va susciter en lui un feu, une passion, et qui est le patriotisme. Mais c'est qu'une fois seulement à l'armée qu'il va découvrir ce sentiment patriotique. Et c'est à partir de cet amour pour son pays qu'il va vouloir, si vous voulez, se mettre en mouvement pour le sauver. Il explique qu'il a eu un moment d'hésitation, il hésitait éventuellement à rejoindre plutôt la guérilla, ce qu'il n'a pas fait. Comment expliquer ce balancement ? Alors effectivement, en réalité, quand Chavez sort de l'académie militaire au bout de 4 ans, il est donc officier dans l'armée de terre vénézuélienne, il est dans le renseignement, dans les télécommunications. Et en fait, il est affecté dans un camp anti-guérilla au nord du pays. Et là, donc, il est confronté à la lutte de la guérilla, guérilla pour laquelle il est tenté. Finalement, à un moment donné, il se dit j'ai hésité entre
à franchir le Rubicon, c'est-à-dire à rejoindre la guérilla, puisque j'avais des connaissances dans l'armée, j'aurais pu vraiment les aider. Mais il s'est rendu compte, justement, confronté à cette réalité de la lutte en dehors du cadre de l'armée, que c'était une voie stérile, inopérante. Parce qu'il voit très bien que ces groupuscules sont traqués, qu'ils n'ont pas la force qu'ils devraient acquérir pour pouvoir conquérir le pouvoir au Venezuela, et qu'il est beaucoup plus utile au sein de l'armée, et c'est ce que lui dit un ami d'ailleurs, tu nous es beaucoup plus utile que 100 syndicats. Oui, c'est juste. Et il se rend très, très vite compte, et notamment par le fait que lui a un charisme, Chavez a un charisme immense. Alors je recommande à tous ceux qui regardent cette vidéo d'aller sur internet et de regarder des discours de Chavez, ils se rendront compte de quoi je parle. C'est quelque chose d'assez rare et d'assez spectaculaire. Et donc forcément, ça se projetait également à l'armée. C'est-à-dire que quand il s'adressait à ces jeunes soldats, ceux-ci étaient captivés, ils parlaient de l'histoire de leur pays, il arrivait à susciter en eux, à communiquer en eux cet amour qu'il avait lui-même pour son pays. Et donc, il sentait bien qu'il avait une capacité de nuisance au sein de l'armée, ou du moins une capacité d'union, arriver à réunir des gens autour de lui. Et très vite, il va chercher à constituer un réseau de militaires patriotes, il va se dire bolivariens. Voilà, ces armées secrètes aux noms successifs entre 77, 82, l'armée de libération du peuple vénézuélien, l'armée bolivarienne révolutionnaire, enfin tous ces fameux serments qui fondent ensuite on pourrait dire la geste de la nouvelle République vénézuélienne. C'est ça, ce ne sont pas des guérillas, mais ce sont quand même des structures secrètes au sein de l'armée, une stratégie d'entrisme en quelque sorte. C'est ça, il a une stratégie d'entrisme, il va chercher à constituer donc un réseau national de militaires patriotes, et il va y parvenir, mais ça va lui prendre 20 ans, 25 ans. Oui. Après avoir été à certains moments écarté, relégué, voilà, loin dans la forêt. Voilà, parce que les autorités, évidemment, les services secrets de l'armée se méfiaient de ce Chavez dont tout le monde parlait. Il faut savoir que quand Chavez entrait dans une pièce, par exemple à l'académie militaire où il a été formateur, quand il rentrait dans une pièce, tout le monde se retournait et disait « Regardez, c'est Chavez, tellement son... » Ouais, surtout qu'il cachait pas vraiment son jeu, puisque une de ses premières prises de parole publique dans le cadre de l'armée, c'était déjà plus ou moins une profession de foi. Enfin, disons, il n'avait pas une stratégie à la Poutine où il attendait de voir. Il était quand même, malgré toutes ses tactiques, il était assez frontal, quoi, on peut dire. Il a été assez frontal, même si ça peut être nuancé au moment où il va vouloir prendre le pouvoir réellement au cours d'élections démocratiques, où là il va mettre un peu de l'eau dans son vin. Oui, c'est vrai. Ouais. Avoir une stratégie un peu plus douce. Mais effectivement, au sein de l'armée, quand il prend la parole, il l'a prise pour le 200e anniversaire de la naissance de Simon Bolivar. C'est ce qui explique le nom de son mouvement, MBR 200, Mouvement Bolivarien Révolutionnaire 200e anniversaire de la naissance de Bolivar. Eh bien, effectivement, on lui demande de faire un discours, parce qu'on sait que le lieutenant Chavez, il s'exprime très bien, et qu'il arrive à intéresser les gens dans ses discours, et donc à faire des discours qui durent longtemps. D'ailleurs, son record, c'est, je crois que c'est 9h30, debout à l'Assemblée nationale, alors qu'il avait le cancer. Ça, c'était pour dépasser Castro, c'est ça? Oui, donc ce discours-là, non. C'était un discours très drôle d'ailleurs, parce que il faisait régulièrement à la télévision, donc Allô Président, tous les dimanches, n'importe où dans le pays, c'est-à-dire qu'il allait visiter le pays, donc par exemple une raffinerie de pétrole, ou des magasins nouvellement ouverts, ou une bouche de métro qui venait d'ouvrir, et donc il y allait. Et ça donnait l'occasion de faire une émission de télévision, Allô Président, où il s'exprimait pendant des heures. Et ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que ses discours étaient intéressants de bout en bout. Il arrivait à captiver son auditoire. Et ça nous apprend beaucoup, parce que moi, en fait, si je m'intéresse à l'histoire de Chavez, c'est pas uniquement pour Chavez, c'est pour savoir quelle leçon on peut tirer de sa vie, de son combat au Venezuela. Et parmi ces leçons qu'on doit tirer, il en est une qui est fondamentale, absolument, c'est celle de la puissance des mots, de la parole, du discours. Bien sûr, oui. Maîtriser les mots, finalement, c'est en quelque sorte se donner les moyens d'influer sur l'histoire de son pays. C'est ça la clé. Et Chavez, il avait fait de sa voix, parce qu'il faut aussi s'intéresser à la voix, à l'intonation, à la sensibilité qu'on transmet, à l'honnêteté transparente qu'on peut propulser par les mots. Et justement, donc Chavez, de ce point de vue-là, a réussi, c'est par les mots, par son verbe, par sa faconde, qu'il est parvenu à faire en sorte que les gens le suivent.
et que des millions de gens le suivent, et soient attachés à lui à un point tel qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour lui. Oui. Et c'est ça le populisme, fondamentalement. Bah, cette émission Allô Président, qui était d'abord une émission radio, ensuite c'est une émission télé, c'est une émission dominicale, hein, je crois. C'est ça. N'est pas sans faire penser à ce qu'il a fait à sa sortie de prison entre 94 et 97. Au lieu de se précipiter, de saisir une opportunité historique, il a tenu à faire savoir qu'il voulait parcourir le pays, faire une espèce de, on pourrait dire, de travail ethnologique, redécouvrir son propre peuple pour savoir exactement quelle doléance il devrait porter en tant que futur homme d'État. C'est ça, à sa sortie de prison, parce qu'il attendait donc un coup d'État en 92. Coup d'État qui a échoué, parce qu'il était mal organisé, il le disait souvent, il l'admettait parfaitement. C'était une action à la Don Quichotte. Et effectivement, donc il est emprisonné. Le basculement, c'est au moment où il s'adresse à la télévision pendant 52 secondes, ou pour dire à ses troupes, rendez-vous, on a perdu la bataille de Caracas. Pour le moment. Pour le moment. Cette fameuse expression. Pour le moment, qui dira-t-il plus tard, lui a échappé, c'est-à-dire qu'il ne se souvenait même pas d'avoir dit ça. Oui, mais c'est très fort. Mais ça a soulevé un espoir immense dans le cœur des Vénézuéliens, qui se sont dit, et qui l'ont vu donc à la télévision en boucle, qui ont vu ce jeune militaire, chef d'une rébellion, qui a tenté de renverser le pouvoir avec 500 hommes, sans munitions dans leur tank. C'est-à-dire vraiment quelque chose, il allait au suicide, il allait au carton. Il allait au carton pour rendre la dignité à son peuple. Et ça, les gens l'ont ressenti. Et ils l'ont vu, parce que Chavez est métis. Il ressemble au peuple. Il est issu des entrailles du peuple vénézuélien, et les gens l'ont ressenti comme ça. Et donc ils se sont dit, en le voyant à la télévision, ils se sont dit, lui, c'est notre homme providentiel. Et il est devenu immensément populaire à partir de ces 52 secondes de télévision où tout s'est joué. Donc à partir de là, il est emprisonné. Effectivement, quand il sort de prison, eh bien, on lui demande, où allez-vous, commandant ? Et lui, il répond, je vais aller dans les catacombes avec le peuple. Oui, ouais, catacombes. C'est ça, parce qu'en fait, il lisait Nietzsche. Ainsi parlait Zarathustra. Et justement, il était inspiré comme Zarathustra qui sort, qui descend de la montagne pour aller enseigner le surhomme. Chavez descend de la montagne, donc sort de prison pour justement montrer au peuple vénézuélien comment sortir de cette situation de servitude à l'écart. Comme une espèce de longue marche personnelle à travers son propre pays. Entrer en communion avec ce peuple qu'il sentait qu'il devait représenter et pour lequel il allait se sacrifier. Il a senti, et ça c'est quelque chose aussi qui est intéressant, il a senti qu'il avait un destin. Il faut savoir que Chavez lui-même, du côté de sa mère, avait un arrière-grand-père qui était donc May Santa, qui était un combattant au début du XXe siècle, fin 19e, début du XXe siècle, un combattant qui montait sur son cheval avec quelques hommes, combattait la tyrannie, sabre à la main. Et qui, dans la mémoire, n'avait pas forcément toujours bonne presse. Voilà, mais qui en fait était un secret de famille, parce que depuis qu'il était tout petit, on lui disait « t'as un arrière-grand-père qui était un assassin ». Et du coup, lui, il a grandi avec cette idée qui venait d'une famille dont un de ses aïeuls était un assassin. Et à l'armée, il a fait des recherches sur cet homme, et il s'est rendu compte qu'en fait, c'était non pas un assassin, que c'était au contraire un guerrier héros, un aventurier au long cours. Et donc, il s'est dit à ce moment-là, j'ai ce sang qui coule dans mes veines, je me suis senti emporté par les flots tumultueux de l'histoire. Et donc, il s'est senti avoir un destin et, en quelque sorte, une responsabilité à l'égard de l'histoire de son pays. Eu égard justement à cet aventurier qui était son arrière-grand-père. Oui, c'est vrai que cette descente dans les catacombes, c'est autre chose que d'aller serrer des mains au marché, quoi. Pour prendre l'exemple de nos politiciens qui essayent de renouer avec le peuple à leur manière, que ce soit au salon de l'agriculture ou ailleurs. Donc là, ça appelle ce thème, le mot tu l'as évoqué, le populisme. On peut dire, nous ne sommes pas de ceux qui stigmatisent ce terme, bien au contraire. Il est particulièrement approprié dans le cas de Chavez. Tu as parlé de sa rhétorique. Évidemment, on s'en rend sans doute encore mieux compte quand on parle l'espagnol, ce qui est pas mon cas, mais j'ai vu les vidéos, j'ai lu ton anthologie. Ce qui frappe dans la rhétorique de Chavez, c'est que même face à une foule, il a tendance à personnifier son propos en montrant du doigt, en faisant participer des gens en particulier. Il demande, par exemple, quand il y a des questions, il demande le prénom des personnes, il veut en savoir plus, ce qui est une méthode rhétorique, hein, d'ailleurs, que les enseignants connaissent aussi, mais c'est très frappant. Il s'adresse à la masse, mais en fait, il le fait toujours
en personnifiant à travers des personnages concrets. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, effectivement, c'était comme ça que communiquait Chavez dans ses émissions. Il avait autour de lui ses ministres, il avait devant lui une foule de gens qui venaient le voir. C'était un véritable show, donc bien sûr c'était un monologue, mais c'était bien plus qu'un monologue, c'était un échange avec les gens. Et il n'était pas rare que Chavez demande l'avis de tel ministre sur une question. Oui. Explique-toi pourquoi il y a des retards dans la construction de cette route. Alors là, il pouvait même morigéner des ministres en évidemment. public quand le travail n'était pas fait. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait beaucoup à la fin de sa vie, à la fin de... Ah oui, cette période qu'on appelle le mano de hierro, la main de fer. La main de fer, c'est ça. C'est-à-dire que face justement aux lenteurs de son gouvernement à mettre en œuvre ses promesses électorales et toutes les œuvres de la Révolution, c'est-à-dire les routes, les maisons, etc. Et voyant que les travaux n'avançaient pas, il n'était pas rare que Chavez serre la vis de ses ministres pour qu'ils accélèrent les procédures. Et il disait quoi? Vous voulez que j'aille moi-même construire les maisons, c'est ça que vous voulez? J'ai alloué les fonds, j'ai signé les décrets. Vous voulez maintenant que je mette un casque, que je prenne une pioche et que je construise la route? Ça en dit long aussi sur l'état de la bureaucratie vénézuélienne et du fonctionnement, oui, bien sûr. Et des lenteurs, si vous voulez, du gouvernement. Et qui montre aussi qu'il ne peut être fait de révolution tout seul. C'est-à-dire que Chavez, aussi bien intentionné fût-il, ne pouvait pas tout faire. Il ne pouvait pas assumer tout seul toutes les responsabilités. Il le disait souvent, il disait « je ne peux pas être le maire de tout le Venezuela. C'est à un moment donné, je dois m'appuyer sur des gens. » Et là, en l'occurrence, malheureusement, ce qu'on observe, c'est que ces gens-là n'étaient pas des plus fiables et des plus efficaces dans l'application de ces réformes. Mais oui, donc, dans tous les cas, il est vrai que Chavez avait une façon de communiquer qui était très particulière, propre à lui. On sentait sa sincérité, il s'adressait directement aux gens. Et aux enfants, notamment. Il y a beaucoup dans ton anthologie de discours faits aux enfants. Il s'adressait en particulier aux enfants, effectivement. Il disait tout ce qu'on fait, c'est pour les enfants du Venezuela, ceux qui verront plus tard la patrie que nous-mêmes nous ne verrons pas. Et en réalité, il y a cette idée de transmission qui est très importante chez Chavez et qui sera prédominante à la fin de sa vie. Il va prendre une dimension quasi christique quand il dira, en pointant du doigt les gens, « Je ne suis plus moi, je suis vous. Toi aussi, petit garçon vénézuélien, tu es Chavez. » Et effectivement, il y a cet aspect, si vous voulez, de transmission. C'est-à-dire que Chavez se sentait devenir plus qu'un homme, se sentait devenir idée et histoire en quelque sorte. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que, pardonnez-moi, mais que ces femmes le quittent. C'est-à-dire que Chavez a eu plusieurs femmes, et notamment la dernière, qui est cette journaliste avec qui il est resté jusqu'en 2003, me semble-t-il, 2002-2003. Et celle-ci lui disait, mais tu te prends pour Bolivar, tu te crois un héros alors que tu n'es qu'un homme. Et lui disait, mais lui qui se sentait incarner son peuple et sa patrie, disait, ben écoute, moi je peux pas faire le choix. Voilà, tu veux dire qu'il ne s'appartenait plus et que donc il n'était pas forcément disponible pour... Ça me fait penser, alors je reviens toujours avec mes marottes, mais au personnage de Robespierre qui lui n'a pas quitté ses femmes puisqu'il n'en avait tout simplement pas, mais l'hypothèse était la même en disant qu'il s'était tellement consacré à la nation qu'il ne pouvait pas imaginer avoir, comment dire, une relation interindividuelle. Il s'agit toujours d'une relation du chef ou de l'homme providentiel au peuple, à la patrie. Pour Robespierre, c'est discutable, puisque ça a été peut-être aussi, ça participe de la propagande thermidorienne, faisant de Robespierre un être froid et sans sentiment à l'égard de son prochain, alors qu'on sait très bien qu'il parlait très bien avec les filles de Corday, celui qu'il accueillait... Non, c'est pas Corday, c'est Duplay. Duplay, Corday, rue Saint-Honoré. Oui, tout à fait. Et si, on lui soupçonne même peut-être éventuellement une relation avec la fille. Oui. Mais effectivement, il y a ce sentiment. Mais c'est vrai qu'il y a une contradiction entre les deux, parce que évidemment, on peut considérer ça uniquement comme des métaphores, le fait de l'alliance, de l'union, qui peut être l'union d'un homme et d'une femme, mais qui peut être l'union d'un chef et d'un peuple. C'est évidemment pas tout à fait de la même nature, mais à un certain stade d'abstraction, peut-être que l'un empêche l'autre. Dans tous les cas, il s'agit d'une relation d'amour. En l'occurrence, la relation qui unissait Chavez à son peuple était clairement une relation d'amour, et d'un amour puissant. Puisque en 2002, Chavez est renversé par la CIA, pour résumer, allié aux élites vénézuéliennes et à certaines parties de l'armée vénézuélienne. Et Chavez est renversé du pouvoir le 11 avril 2002. Et la réaction populaire est telle
elle n'avait pas été prévue par les élites qui ont fomenté ce coup d'État. Elle a été telle, c'est-à-dire que les gens sont allés se confronter à la police et sont allés s'accrocher aux grilles du palais présidentiel en disant on veut revoir Chavez, on veut revoir Chavez, rendez-nous notre Chavez, que les élites qui avaient fomenté ce coup d'État ont fui, tout simplement. Ils ont plié bagages, ils ont pris l'argent dans les coffres et ils se sont barrés. Ils ont eu peur d'avoir un nouveau Allende ou d'avoir, enfin, de ces martyrs. L'exemple, c'était ce Colombien. Jorge Eliezer Gaitan. Voilà, où finalement c'était un très mauvais calcul de. C'est ça, dans les années 50, que d'ailleurs Chavez citait souvent. Oui. Le je ne suis plus moi, je suis un peuple, c'est une phrase de Gaitan. C'est une phrase de Gaitan, ce leader colombien des années 50 qui a été assassiné par la CIA, par un homme dans la rue, donc il n'est pas prouvé que ce soit la CIA, mais il n'en demeure pas moins vrai que ce Gaitan avait un discours très anti-impérialiste, nationaliste, et qu'en fait c'était une sorte de proto-Chavez, et qu'il allait prendre le pouvoir en 48, et donc ils l'ont assassiné juste avant les élections. D'ailleurs, un peu plus loin, tu consacres 2 ou 3 pages très condensées à une espèce de liste de hauts responsables latino-américains, en général d'obédience plutôt socialiste ou patriotique, dont tout laisse à penser qu'ils ont été liquidés, comme quoi vraiment la doctrine Monroe et tout ça continue sous une autre forme. Les Yankees utilisent toujours le sud du continent comme leur terrain de chasse. J'aimerais qu'on reste sur la question du populisme, parce que a priori il y aurait une contradiction assez fondamentale, et tu y réponds bien, et je pense que c'est un des passages les plus importants du livre en matière de théorie politique, c'est que le populisme de Chavez, c'est celui d'un homme providentiel. Tu l'as très bien dit, tu as parlé d'un destin, c'est presque une mystique politique. Or, la question qu'on pourrait se poser, c'est mais est-ce que cet homme providentiel, ce principe même, est vraiment compatible avec la notion de démocratie? Ah, ça c'est une question importante. C'est une question importante. En tout cas, l'histoire de Chavez démontre plusieurs choses. Et l'une d'entre elles, c'est que, quoi qu'il en soit, Chavez n'a pas eu le temps d'appliquer les réformes qu'il a voulu appliquer. Pour qu'il puisse les appliquer, il aurait fallu qu'il ait 20 ans, 30 ans supplémentaires. Ce qui pose un énorme problème eu égard à la question de la démocratie, puisque 20 ans, 30 ans d'un même homme au pouvoir, ça ne s'appelle plus la démocratie, ça s'appelle autre chose. Bien sûr. Donc ça, c'est une première question. Ensuite, on peut considérer à l'inverse, par symétrie, que le fait qu'un homme soit porté au pouvoir par son peuple, un peuple qui manifestement voue un amour démesuré à cet homme, le mène au pouvoir par des élections, c'est la démocratie dans sa version paroxystique. Oui. C'est la démocratie, c'est le principe de démocratie. Ce que les élites... S'il est légitimé par le suffrage universel, oui, bien sûr. Oui. Alors que ça, justement, c'est-à-dire cette connexion directe entre un peuple et son dirigeant, c'est décrit par les médias occidentaux comme étant la dictature. La dictature, c'est-à-dire la démagogie, le fait qu'on a un dirigeant qui manipule les masses, qu'on a un dirigeant qui est porté au pouvoir par des gens qui sont capables de vouer leur vie pour lui, c'est quelque chose qui est mal vu, et notamment par le fait que ce soit un militaire, on le disait tout à l'heure. Voilà, et dès qu'il s'agit en plus de latino-américains, notre presse va utiliser les fameux termes, les caudillos, c'est des termes même qui ont une connotation pour les lecteurs que nous sommes, qui laissent entendre des putschs d'opérette, des chefs autoritaires, mégalomanes, il y a toute une mythologie depuis le général Alcazar dans Tintin jusqu'au... on a tendance à les mettre dans cette catégorie-là, comme si le succès populaire était suspect en soi, alors qu'au contraire... Alors que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que des millions de gens qui votent pour un homme et qui le suivent, c'est la démocratie. Oui, c'est le contraire de la dictature. Surtout que même si tous les chantiers qu'il a mis en branle n'ont pas pu être poussés à leur terme, mais je dois dire que sur le plan de la démocratie, et c'est là où c'est le plus énervant de voir des accusations infondées, c'est que dès le début, quelque part, les premières réformes de fond sont de l'ordre démocratique. La convocation d'une assemblée constituante, sur la base d'un référendum consultatif, si je me souviens bien, il y a ce fameux petit livre bleu, donc c'est la Constitution, mais à portée de tous, déjà matériellement. La notion, alors ça c'est une expression, en tout cas tu l'as traduite comme ça dans la Constitution de 99, de démocratie participative et protagonique. Oui, déjà, qu'est-ce que c'est ça? La démocratie participative et protagonique. Alors, la démocratie participative et protagonique, ce sont les principes fondamentaux de la Constitution de 99, Constitution mise en place par Hugo Chavez, donc à travers un processus constituant démocratique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, chacun au Venezuela est, si vous voulez, le protagoniste de sa propre réalité sociale.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça rentre dans le cadre de la politique de semer le pétrole. C'est-à-dire que le pétrole est récupéré par l'État vénézuélien, donc il appartient désormais au peuple vénézuélien et non plus à une oligarchie. Ce pétrole est récupéré et semé à l'échelle des gens. Mais comment? Eh bien, c'est-à-dire que les gens vont avoir une possibilité de décider eux-mêmes de comment va être utilisé cet argent du pétrole. Donc ils vont très concrètement se réunir par quartier dans des salles polyvalentes et voter à main levée dans des assemblées populaires de l'utilisation de cet argent du pétrole en co-responsabilité avec l'État. C'est-à-dire que l'État n'est plus le seul responsable des politiques sociales, le peuple lui-même aussi a une responsabilité dans cette allocation des ressources de la nation. Donc concrètement, très concrètement, ça veut dire que par exemple, tous les deux on fait partie d'un quartier au Venezuela, on se rend le dimanche dans cette salle polyvalente et un homme, une voix. C'est-à-dire que on va décider d'un conseil. Par exemple, on décide que, après débat, après une séance de débat, on se dit, en fait, ce qui nous manque dans le quartier, c'est un dentiste, par exemple. Et donc là, va être décidé collectivement que l'argent du pétrole va être utilisé pour installer... Démocratie de proximité. Démocratie de proximité, démocratie directe. Démocratie directe. Ah oui, c'est intéressant, c'est effectivement pas ce qu'on nous dit. À titre, plus anecdotique, mais moi je trouve très intéressant, il existe un référendum révocatoire d'initiative populaire. C'est-à-dire non seulement les citoyens sont éligibles, mais une fois élus, ils sont éventuellement révocables. À mi-mandat. Oui, à mi-mandat. Ça, c'est très fort. Ça fait penser à l'esprit de la Commune de Paris, par exemple, où il y a eu des expériences qui ont été faites en ce sens. C'est ça. Ça veut dire que le souverain, donc le peuple, a un pouvoir de vigilance plus grand sur ses élus. D'ailleurs, cas de trahison, ce droit a été utilisé en 2004 contre Chavez. C'est-à-dire les Vénézuéliens ont réuni le nombre de signatures nécessaires. Je crois que c'est 20% du corps électoral. Ils ont réuni les signatures et donc ils ont déclenché un référendum révocatoire de mi-mandat contre Chavez que celui-ci a gagné. C'est-à-dire, il l'a gagné. C'est-à-dire, une fois que le processus est enclenché, on relance des élections anticipées, c'est ça? On relance des élections de mi-mandat. C'est-à-dire qu'on dit, voulez-vous, oui ou non, que Chavez reste au pouvoir? On demande une confirmation ou une affirmation de la part du peuple. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et donc Chavez a gagné, donc il a continué son mandat. Ça peut être fait à l'échelle du président ou à l'échelle même du maire ou des élus, même comme je disais, dans la petite salle polyvalente. C'est vraiment, ça concerne tous les postes. C'est drôle, là on est à fond dans la démocratie athénienne. Peut-être qu'ils ne s'en rendaient même pas compte, mais c'est Périclès. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ostracisme à Athènes, qui était une démocratie beaucoup plus développée que la nôtre sur le plan structurel. Alors que avant lui, le système, comment on pourrait dire, le système de la répartition du pouvoir, c'est ce qu'on appelait le pacte de Punto Fijo. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce que ça, c'est très révélateur de ce qu'était la situation d'avant la Révolution. Alors le pacte de Punto Fijo, c'est un pacte qui a été conclu entre les deux grands partis de l'époque. C'est un pacte qui a été conclu dans les années 60, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que la droite et la gauche, alternativement, s'échangeaient le pouvoir. C'était un coup l'un, un coup l'autre. C'est exactement la situation qu'on vit comme en France. C'est une démocratie, comme on pourrait dire, une démocratie d'alternance unique. C'est-à-dire que tu as deux grands partis. Bon, c'est le modèle américain et accessoirement le modèle français jusqu'à bientôt. C'est ça, qui s'échange le pouvoir. Le modèle d'élection est fait pour que deux grands partis s'échangent le pouvoir alternativement. Alors qu'il en existait d'autres, j'imagine, mais qui n'avaient pas voix au chapitre. Des petits partis qui n'avaient pas voix au chapitre, exactement comme ça se passe en France. PS, UMP, PS, les Républicains, et alternativement, et en réalité... Démocrates, Républicains. Voilà. On ne sort pas du système de cette alternance unique. Et ça, c'était ce qui gouvernait le Venezuela, enfin les principes de la démocratie vénézuélienne jusqu'à 90, jusqu'aux années 98-99. D'accord. Jusqu'à l'institution de cette constitution de 99, cette 5e république voulue par Chavez, qui effectivement mettait en son cœur le principe de démocratie participative et protagonique, comme on l'a dit. C'est drôle d'ailleurs, le hasard fait que cette république est la 5e. Or, on parle de la démocratie, on parlait avant de l'armée. J'ai trouvé que Chavez avait quelque chose d'un peu gaulliste dans son rapport à l'armée et à la démocratie, dans la mesure où, bon ça c'est les circonstances, mais il faisait davantage, dans son combat politique, il a fait davantage confiance à l'armée, qu'il avait acquis à sa cause, en tout cas en partie, qu'au parti. Alors qu'il y a certains partis, notamment dans l'axe... on va dire marxiste au sens large, qui idéologiquement aurait pu être proche de lui, et pourtant c'est là aussi où il a eu certaines déconvenues.
Tu cites un certain nombre de partis, d'ailleurs de petits partis. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, quand Chavez est au sein de l'armée, qui cherche à constituer un groupe de militaires dissidents ou patriotes, il se rapproche également, il prend le risque de se rapprocher des mouvements d'extrême gauche. Et de gauche radicale. Et il s'aperçoit que ces mouvements sont divisés sur les modalités de la révolution. Faut-il oui ou non faire appel à l'armée? Faut-il faire appel aux syndicats? Ces forces sont divisées. Et il se dit, ils n'arrivent pas à sortir de cette lutte de chapelle. Je peux pas faire... Il y avait peut-être un manque de discipline, en fait, de discipline révolutionnaire. Exactement, et il se dit, même c'est dangereux pour moi, à un moment donné, c'est dangereux pour moi d'être associé à ces gens, parce qu'ils se battent tellement les uns avec les autres qu'ils peuvent à un moment donné, moi je peux être une victime collatérale de ces luttes intestines dans les mouvements de gauche. Donc il se dit finalement, et d'ailleurs le coup d'État de 92 en sera la démonstration, qu'il ne peut s'appuyer que sur l'armée. Donc en fait l'alliance civico-militaire voulue par Chavez, en fait, a eu du mal à se concrétiser jusqu'en 92. Et puis même, donc c'est lui qui a dû la construire une fois au pouvoir, effectivement par les milices populaires. Oui, voilà. Donc c'est lui qui l'a faite, l'alliance civico-militaire. Il n'est pas parvenu à la construire quand il était à l'armée. Parce que, bon, tu parles de ce coup d'État-là, si on parle du suivant, qui était celui contre lui, celui de 2002, c'est ça, à un moment, je te cite, tu reparles de ces groupes d'extrême gauche, tu les désignes comme étant les troupes de choc de l'opposition, alors que derrière, il y a une opposition très bourgeoise, réactionnaire, et disons les pouvoirs d'argent. Et ces troupes de choc de l'opposition, tu les désignes comme étant les casseurs d'extrême gauche, issus notamment des flancs du groupuscule Bandera Rora, plus violents que jamais, et qui, dans leur lutte imaginaire contre un président fasciste, puisque militaire et nationaliste, comme les Français, aidaient concrètement l'oligarchie vénézuélienne, c'est-à-dire le fascisme réel, à reprendre la main sur le pays. Donc finalement, ils ont fini par être instrumentalisés par l'opposition. C'est-à-dire que Chavez, pour être élu pendant les années, au cours de l'élection de 98, effectivement, tous ces dirigeants de l'extrême gauche et de la gauche radicale se sont rendus compte que le vent tournait en faveur de Chavez. Donc ils sont dans un premier temps, pour participer de cette vague chaviste, se sont associés à cette élection, à lui, dans une coalition de partis. Mais dans l'exercice du pouvoir, Chavez... si vous voulez, s'est mis à dos ces partis d'extrême gauche et de gauche radicale, justement parce que, soi-disant, selon eux, il concentrait trop de pouvoir, il avait une vision trop individuelle de l'exercice du pouvoir. Et donc, ceux-ci se sont retournés contre lui, et notamment ce groupuscule d'extrême gauche, qui non seulement Qui était de quelle obédience C'est trotskiste. Trotskiste, d'accord. Ouais. Qui était trotskiste, qui était donc en première ligne durant le coup d'État de 2002 fomenté par les États-Unis. C'était vraiment, comme je le dis, les casseurs. Le bras armé du capital. Voilà, parce qu'on a la manifestation, si vous voulez, de gens manipulés, qui descendent dans la rue parce qu'ils sont manipulés par les médias. Et puis il y a ces nervis d'extrême gauche qui sont devant et qui vraiment, c'est eux qui déclenchent la violence. Sans parler en plus de ces fameux snipers qui abattent leurs propres partisans pour faire porter le chapeau au gouvernement, ce qui est d'un cynisme effroyable. Bien sûr, oui, pour renverser Chavez, il fallait qu'on puisse dire dans les médias cette phrase qu'on a entendue ensuite pour Kadhafi, puis pour Bachar el-Assad, Chavez assassine son peuple. Chavez bombarde son peuple, Chavez tire sur son peuple. En l'occurrence, c'était Chavez a fait tirer dans la foule. Et pour pouvoir dire ça, il fallait organiser les conditions pour que ça survienne. Et donc, ils ont placé des snipers en plusieurs points. D'ailleurs, dans le livre, je crois qu'une des seules images une des quelques images, c'est vraiment un plan, on pourrait dire un plan de stratégie militaire qui nous permet de comprendre dans cette partie-là, dans ces quartiers-là de Caracas, comment a eu lieu cette bataille et où était l'entourloupe avec ces fameux snipers. Mais ça a été démontré maintenant. Tu n'es pas le seul à avancer ces explications. Non, bien sûr. D'accord. Ça a été démontré, et ça a été même montré dans un documentaire exceptionnel, qui est le documentaire La Révolution de Zapata télévisé, où là, vraiment, les arcanes du coup d'État sont montrés, puisqu'il y avait une équipe de journalistes qui suivaient Chavez à ce moment-là, au moment du coup d'État. Donc effectivement, les casseurs d'extrême gauche sont à l'avant-garde de la lutte contre Chavez au nom d'une lutte imaginaire contre le fascisme. Et je mentionne aussi dans le livre que pendant que Chavez était à l'armée, au moment où il cherchait à regrouper les militaires un peu dissidents, qu'ils soient d'ailleurs nationalistes ou issus de l'extrême gauche. Voilà, le MBR 200, à un moment, tu expliques qu'il réconcilie d'anciens hauts gradés de droite, des anarchistes, des catholiques, des communistes, des nationalistes. C'est ça. C'est vraiment un mouvement transcourant. Voilà. Et dans cette conception dans la construction de ce mouvement,
Chavez a failli être assassiné par Bandera Roja, c'est-à-dire les trotskistes. Il l'a su plus tard en prison, puisqu'il a rencontré le soldat qui était chargé par ces groupuscules de l'assassiner. Il lui a dit, écoute Chavez, maintenant je te connais, je t'apprécie, mais à une époque, à telle date, j'avais ordre de t'assassiner et je ne l'ai pas fait. Et Chavez, souvent... Ce qui lui est arrivé plusieurs fois, en fait. C'est ce qu'il dit dans son dernier discours à la Nation, le 8 décembre 2012, il dit « Nous sommes allés de miracle en miracle ». Et lui, il espère dans le miracle ultime. C'est vrai. Et 2002, sa captivité et la manière dont, in extremis, il a été sauvé par des partisans, alors que ses ennemis, vraisemblablement, allaient l'abattre. Il en parle plusieurs fois, au bord de la mer, cet épisode. Ça, on laissera les lecteurs le découvrir, parce que c'est vrai qu'il y a un côté, ça se lit un peu comme un roman, hein. Il y a un côté, il y a une épopée, c'est très narratif. Mais puisqu'on parle de ces questions idéologiques, on va maintenant s'intéresser au contenu idéologique du chavisme, qui est transcourant, hein, comme on vient de le dire, qui évidemment que... Alors ici, on a tendance à le classer d'extrême gauche, ce qui n'est pas tout à fait faux, encore faut-il accorder à ces termes-là un sens qui n'ont peut-être plus tellement. Parmi les pages sur le plan théorique qui m'ont le plus intéressé, et là, on peut dire que tu prends parti, quelque part tu t'impliques, il y a quelques pages où tu expliques l'esprit de la République bolivarienne, en quoi elle est républicaine, mais en quoi cette conception-là de la République diffère de la République française, donc héritée de la Révolution de 89. Qu'est-ce qui les distingue radicalement Alors, effectivement, la République bolivarienne se distingue de la République française, par exemple, dans sa conception, parce que Chavez n'a jamais, à aucun moment, cherché à déraciner les Vénézuéliens de leur histoire et de leur passé. Et au contraire, il a cherché, si vous voulez, à entrer en rupture avec la République précédente, qui, elle, était une république fondée sur le modèle, si vous voulez, européen, déraciné. Lui, il a cherché au contraire à construire une république enracinée dans son passé, dans son histoire. C'est ce qui explique le fait qu'il n'est pas du tout contradictoire dans le logiciel de Chavez d'être à la fois républicain et à la fois profondément chrétien. Bien sûr. Parce que la majorité des Vénézuéliens sont chrétiens et que lui, dans son esprit, la république doit reconnecter le présent avec le passé et le passé avec le futur. C'était sa phrase. C'est-à-dire qu'il avait, vous le savez, dans ses discours, des développements très longs sur l'histoire du Venezuela et cherchait justement à faire aimer aux Vénézuéliens leur propre histoire. D'où les références aux aborigènes qui sont intéressantes. Voilà, ces fameux ancêtres. Il s'agit d'un autre peuple. C'est ça. Mais oui. C'est-à-dire que pour lui, le Venezuela, ce n'était pas seulement la République. Comme ça pourrait l'être pour les républicains français, comme par exemple Jean-Luc Mélenchon. Pour Jean-Luc Mélenchon, l'histoire commence en 1789, l'histoire de France. Oui. Avant, c'est... tous les républicains n'ont pas cette vision-là, hein, mais disons, oui, ça existe. Oui. C'est ça, l'idée, c'est qu'avant c'était l'obscurantisme, l'obscurité, et maintenant c'est la lumière. L'année zéro. Voilà, l'année zéro, l'an zéro de la République, effectivement. Et pour Chavez, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que pour lui, au contraire, la République, c'est le réenracinement des gens dans leur histoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'il recherche, et c'est ce que diront les Vénézuéliens, ils ne diront que... Enfin, c'est ce qu'on retire au final de l'histoire de Chavez, c'est Chavez nous a fait nous aimer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il a réussi à ressusciter le peuple vénézuélien en tant que peuple, à ressusciter la nation vénézuélienne en tant que nation. Et donc ça, il le fait effectivement au moyen de cette république bolivarienne qui pour lui en réalité est synonyme de démocratie. Voilà, mais qui par contre, alors là c'est un peu compliqué à comprendre pour ceux qui ne connaissent pas la région, cette notion bolivarienne dépasse en fait les frontières strictement nationales du Venezuela. Parce qu'il s'adresse toujours aux voisins, enfin certains des voisins en disant que ce sont des peuples frères parce qu'ils ont un même destin bolivarien. C'est ça. Alors ça, très brièvement pour revenir à l'époque de Bolivar, voilà, les frontières n'étaient pas les mêmes, c'est ça ? Non, c'est-à-dire que Bolivar a libéré, donc, comme vous le savez, 5 pays sud-américains. San Martin en a libéré depuis l'Argentine et ils se sont rencontrés, je crois, en Bolivie. Et donc, effectivement, Bolivar avait constitué cette république, cette grande Colombie, qui réunissait le Panama, la Venezuela, la Colombie, l'Équateur, et qui, en fait, en réalité, qui correspond à une réalité ethnique. C'est-à-dire que le nord de l'Amérique du Sud, il y a effectivement vous voyez, une communauté, je dirais, des gens dans leur ethnie, et ça correspondait à cette réalité ethnique. Et Chavez, et donc le Venezuela, la Colombie et le Panama et l'Équateur se sont ensuite séparés à la mort de Simon Bolivar en 1830. L'idéal bolivarien, comme il l'appelait, n'a pas survécu à la mort de Simon Bolivar. Et donc là, les républiques se sont séparées. Et donc, effectivement, quand Chavez parle de la République,
Il a pour lui en tête la République vénézuélienne, le Venezuela en tant que république. C'est-à-dire c'est un nationaliste, il aime son pays profondément. Il ne confond pas le Venezuela avec l'Amérique du Sud, pas du tout. Le Venezuela a sa spécificité culturelle et historique. Il considère même que le Venezuela a un destin parmi les nations sud-américaines et même dans le monde. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer Chavez, d'un point de vue français, comme un suprémaciste vénézuélien. C'est-à-dire qu'il dit nous avons le devoir, en quelque sorte, de permettre aux autres pays, eux aussi, de se libérer. Et il dit, souvent il avait ces phrases, toute l'Amérique du Sud a vu passer la grande armée vénézuélienne, vous comprenez. C'est-à-dire que le Venezuela est à l'Amérique du Sud un peu ce que la France est à l'Europe, en termes historiques. Et donc, mais il l'a pas remis pour autant en question contre, les frontières modernes. Enfin, il a jamais eu une volonté expansionniste. Ouais, genre faire un Anschluss avec les voisins sous prétexte que la patrie de Bolivar devait non, prévaloir. Non, pas du tout. Au contraire, toutes les tentatives d'union de l'Amérique du Sud ont toujours été respectueuses de la souveraineté des nations et des frontières et des cultures. Oui, cette souveraineté nationale est respectée, mais il y a l'idée d'un destin qui en chapeaute quelques-unes, qui les réunit. C'est assez inédit quand même. Oui, c'est un particularisme. Parce qu'on mixe la réalité politique du présent avec, avec une structuration historique qui date du passé. Historique et géopolitique. Géopolitique parce qu'il y a une réalité, c'est-à-dire que l'Amérique du Sud donc, se trouve avec au-dessus d'elle l'Empire, les États-Unis d'Amérique, qui est peut-être la puissance la plus grande qui ait connue l'histoire de l'humanité. Et donc ils se sont trouvés sous cette emprise dès les mouvements de libération nationaux. Bolivar disait déjà nous sommes condamnés par le destin à subir le joug des États-Unis au nom de la liberté. Je crois que c'est une phrase à peu près comme ça. Et donc, effectivement, ils se sont trouvés aux prises avec cette puissance gigantesque au-dessus d'eux, et donc une nécessité géopolitique de s'unir. C'est-à-dire qu'effectivement, Chavez, quand il arrive au pouvoir en 98, il est un peu seul sur le continent sud-américain à être anti-impérialiste avec Cuba, et déjà il connaissait Castro parce que c'était le premier dirigeant à l'avoir reçu à la sortie de prison en 1994. Oui. Et c'était vraiment... En plus, Chavez avait cette même idée de l'indépendance de la nation, inspirée par les révolutionnaires cubains notamment. Et donc, Chavez se trouve un peu seul sur ce continent, hormis Cuba. Et c'est progressivement que, si vous voulez, les nations après nation, l'Amérique du Sud se libère. Enfin, qu'on voit émerger des dirigeants anti-impérialistes, nationalistes et d'obédience socialiste. Mais au départ, effectivement, Chavez a ce discours, je dirais, d'union latino-américaine, mais il parle un peu dans le noir, dans le vide. Il est tout seul. Et pourtant, sa voix va porter et il va réussir comme ça à convaincre. Alors, c'est pas le seul facteur, bien sûr, il y a un facteur, des tendances lourdes, une tendance économique notamment, c'est-à-dire qu'il y a des inégalités dans les années 90-2000 qui sont très importantes au Venezuela, en Amérique du Sud, et donc les peuples ont justement portent un intérêt à l'égard des dirigeants qui montent et qui ont cette voix, comment dirais-je, à la fois sociale et en même temps une vision de l'État, d'un État fort et qui pourrait permettre de dominer l'économie et de permettre aux gens d'avoir si vous voulez, d'améliorer leurs conditions sociales. Donc effectivement, il y a des tendances lourdes, mais parmi les facteurs qui ont permis à pays après pays d'avoir des dirigeants comme ça anti-impérialistes, effectivement, Chavez fait partie de ces facteurs. C'est-à-dire que la voix de Chavez est allée... Lorsqu'il s'exprimait, il s'adressait non seulement aux Vénézuéliens, mais il s'adressait également à l'Amérique du Sud tout entière. On a une république qui ne marque pas le début de la nation, mais sa continuation. On a un socialisme qui rénove tout, mais qui ne fait pas table rase du passé. On va parler dans un instant de la question religieuse. Est-ce qu'on peut parler de révolution conservatrice à son propos ? Est-ce qu'on pourrait parler de révolution conservatrice ? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'effectivement, d'un certain point de vue, on peut parler de révolution conservatrice, dans la mesure où, sur le plan des valeurs, Chavez, mais c'est pas le seul, tous les Sud-Américains sont comme lui, il est conservateur. C'est-à-dire qu'il s'est exprimé contre le mariage homosexuel, c'était lui-même un chrétien pratiquant, du moins à la fin de sa vie. Il défendait effectivement une vision du monde qu'on pourrait qualifier de conservatrice. Et c'est l'une des lignes de fracture avec l'extrême gauche française. Oui, et puis même malheureusement avec enfin pas toutes, mais la plupart des expériences communistes du XXe siècle qui ont sans doute fait cette grave erreur de vouloir faire un homme nouveau plutôt que de le développer sur des bases antérieures.
Bien sûr. On sait, tu l'expliques concernant sa jeunesse, qu'il a pu être influencé via un prêtre qui voyait, étant jeune, par la théologie de la libération. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas... Alors la théologie de la libération est issue c'est absolument, je dirais, paradoxal, de Vatican II. À partir de Vatican II, il y a une discussion au sein de l'Église sud-américaine de dire que finalement la pauvreté n'est pas quelque chose de bien. Les peuples n'ont pas à endurer cette pauvreté, comment dirais-je, au nom du fait que le Christ est venu en ayant effectivement... oui, d'accord. Vous comprenez? Bien sûr. C'est-à-dire que le Christ lui-même a eu cette vie, comment dirais-je, détachée de la matière. Et donc les peuples, si vous voulez, les Sud-Américains pauvres, on leur disait endure la pauvreté et comme ça tu conquériras le paradis. Les derniers sont les premiers. Voilà, exactement. Donc là, l'idée, c'était de dire que finalement, non, on n'avait pas à endurer cette pauvreté, ce n'était pas une prescription divine que d'être pauvre, et que donc les peuples sud-américains pouvaient eux aussi aspirer à une émancipation économique, si vous voulez, à essayer de conquérir des droits sociaux, à essayer d'améliorer leur quotidien, tout simplement. Et donc, c'était qu'ils ne devaient plus se résigner. Ils ne devaient plus vivre dans la résignation. Et ils pouvaient, y compris s'il le fallait par la lutte armée, essayer de conquérir leurs droits. La figure du Christ dont tu as parlé essaime dans nombre de ses discours. Alors un Christ particulier, un Christ socialiste, un Christ parfois combattant même. Quel rôle joue cette figure-là dans son discours, dans sa rhétorique? Chavez citait souvent les évangiles, effectivement, pratiquement à chaque discours, il citait le Christ. Et il avait, si vous voulez, effectivement, une vision du Christ qui est particulière, c'est-à-dire une vision d'un Christ révolutionnaire, d'un Christ engagé auprès des déshérités, des pauvres. Et c'était pour lui le premier des socialistes. Il disait Judas est le premier des capitalistes et le Christ est le premier des socialistes. C'était sa phrase. Donc effectivement, on peut dire que... On pourrait penser que Chavez a utilisé la religion à des fins politiques. Finalement, quelqu'un de cynique pourrait effectivement faire cette affirmation. Mais à l'écoute des discours de Chavez, on se rend compte qu'il était profondément, comment dirais-je, inspiré par cette figure tutélaire qui était le Christ. Dans son combat, il y a 3 éléments principaux. Il y a la patrie, dont on a parlé, l'armée, dont on a parlé aussi, et le Christ. C'est les 3 piliers, selon moi, du chavisme. Alors il est normal qu'un chef d'État dialogue avec des chefs d'État de confessions différentes, tout le monde le fait, mais lui, il insistait sur cet aspect confessionnel, je pense notamment à son rapport avec des interlocuteurs musulmans comme Mahmoud Ahmadinejad ou Mahmoud Abbas. Non seul, il ne se contente pas de discuter avec eux, il amène l'élément religieux, les références à l'islam, en mettant ça en rapport avec son catholicisme, quoi. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de très œcuménique dans son dialogue avec les autres religions, et notamment avec l'islam, puisque beaucoup des pays du Sud faisaient partie de cette ère civilisationnelle-là. Oui, bien sûr. Je ne peux qu'approuver tes propos. D'accord. Là, on parle du contenu idéologique du chavisme. Tu as parlé de 3 piliers, il y en a peut-être davantage, mais on a parlé du christianisme, on a parlé du rôle de l'armée, du patriotisme, du populisme et de la démocratie qui est lié. Et il y a un élément évidemment très important, c'est évidemment le socialisme. On parle de socialisme du XXIe siècle, c'est l'expression qu'il utilisait, et ça vient d'un économiste dont j'ai appris l'existence par toi, un économiste allemand qui s'appelle Heinz Dietrich. C'est ça. À quoi se résume la thèse de ce monsieur brièvement? Alors, le socialisme du XXIe siècle, dans sa conception initiale et ensuite dans la façon dont a développé Hugo Chavez, c'est le fait qu'on a les trusts qui commandent au secteur important et stratégique de l'économie qui doivent être nationalisés. Et au contraire, on a une promotion de l'initiative privée à l'échelle des individus. Le fait que le boulanger soit propriétaire de son four, et qu'au contraire, par exemple, concernant les télécommunications, concernant le pétrole, concernant l'industrie lourde, là, c'est de l'État, la nation. Il y a un petit côté proudhonien presque dans cette... Il y a un côté proudhonien, bien sûr. Et donc, la société est faite... C'est pas un ultra-étatisme, quoi. Ouais. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas... on n'a pas un...
on est très loin d'un ultra-étatisme. Au contraire, on a une société qui est faite de petits producteurs indépendants et propriétaires de la moyenne de production. Et au contraire, et de façon complémentaire, une gestion étatique des grands monopoles publics. Vous voyez, donc c'est comme ça que je définirais, si vous voulez, dans sa structure économique, le socialisme du XXIe siècle. Socialisme du XXIe siècle auquel on peut accoler sa partie démocratique, dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Oui, c'est vrai que c'est une spécificité, parce que c'est pas une évidence pour tous les socialismes qu'on a connus historiquement. Bien sûr, donc une partie démocratique, démocratie directe, participative et protagonique, comme on l'a dit, comme on l'a expliqué, qui s'accole parfaitement. Et là, on en vient à ce que Chavez appelait la prunelle de la révolution bolivarienne. Ce sont ces petits, comment dirais-je, comment ça s'appelle déjà, centre de production endogène. Oui, noyau de développement endogène. Oui, j'allais te poser la question. Comment définir ça? Noyau de développement endogène, effectivement, c'est l'idée de placer au cœur des quartiers, des hérités, notamment, mais pas seulement, des centres de production autogérés par la population. Lesquels, donc, par exemple, concrètement, moi j'en ai visité un au Venezuela au moment de ma thèse. Vous avez à côté, au cœur du quartier pauvre, un lieu où sont rassemblées différentes choses. On a par exemple une entreprise de textile qui est gérée par les femmes du quartier. On a une garderie, on a un supermarché socialiste et on a plusieurs éléments qui coexistent ensemble. Et donc les gens du quartier vont venir là en tant qu'employés, mais également en tant que producteurs pour eux-mêmes, pour leur propre quartier. Concrètement, les femmes qui vont produire du textile, qui vont faire des vêtements, elles vont, si vous voulez, elles vont produire par cercle concentrique, donc pour d'abord leur propre quartier. Donc ces biens vont être vendus principalement et prioritairement aux gens du quartier qui vont venir, puis ensuite vont être exportés au quartier d'à côté, puis ensuite pourra être exportés à la ville d'à côté, puis ensuite à la nation. Vous voyez ? Donc ça comprend un élément localiste dans les rapports économiques. C'est un élément localiste et un développement par cercle concentrique. Et donc ça, effectivement, c'est l'application, si vous voulez, la conjonction de l'aspect économique et de l'aspect démocratique du socialisme du XXe siècle. L'expression que tu utilises, je te cite, tu parles de lien intime, unissant le développement économique des communautés et l'organisation démocratique de la société. Voilà, ça va vraiment de pair. Peut-être que on peut voir ça comme une caractéristique de ce fameux socialisme du XXIe siècle. Alors, sans passer en revue tous les chantiers du socialisme, mais quand même signaler qu'il y a eu des progrès tout à fait intéressants dans le domaine de la santé, avec ces dispensaires qu'on a construits ça et là, grâce aux médecins cubains notamment, l'instruction, les logements, puisqu'il y a tout le problème des favelas, la nationalisation de certaines entreprises pour assurer une certaine redistribution. Et puisqu'on parlait de l'éducation, on parlait quand même de l'alphabétisation. Hein. Si on prend qu'un sujet, prenons celui-là par exemple. Ça, on peut dire que c'est une des réussites du socialisme. C'est une réussite flagrante, spectaculaire. C'est-à-dire qu'en 2 ans, Hugo Chavez a réussi à anéantir l'analphabétisme, suivant les critères des Nations Unies. Hein. C'est pas lui-même qui faisait les statistiques et qui a démontré qu'on avait atteint ce niveau au Venezuela, c'est les Nations Unies. Et donc, effectivement, suivant leurs critères, Chavez, en 2 ans, a réussi par une méthode spécifique, celle du cubain, la méthode de José Puedo, arriver à abolir l'analphabétisme, à atteindre. Mais Chavez, je crois qu'en 3 ou 4 ans, a atteint les objectifs du millénaire pour le développement, objectifs qui avaient été fixés par les Nations Unies en 2000. Chavez les a atteints en 3 ou 4 ans. C'est l'une des premières nations... Comme quoi, sur ces thèmes-là, la volonté politique peut beaucoup. Bien sûr. Il n'y a pas d'obstacle insurmontable. Même si par ailleurs, ces réussites sont remises en cause par l'évolution actuelle de la... rien n'est jamais acquis définitivement. Hein. Voilà, c'est ça. C'est justement une des grandes conclusions qu'on peut tirer du gouvernement d'Hugo Chavez, c'est qu'en fait, il a mis des pansements sur certains aspects sociaux, notamment très importants, des choses qu'enduraient les Vénézuéliens, comme le fait de ne pas avoir de médecin de toute leur vie, ou le fait par exemple, d'endurer la faim, la sous-nutrition. C'était des choses que vivaient les Vénézuéliens et que grâce à Chavez, ces problèmes ont été résolus. Mais effectivement, compte tenu de l'évolution des cours du pétrole et de la crise économique, toutes ces conquêtes sociales sont actuellement effectivement remises en cause. Parce que en profondeur, le modèle économique n'a pas été modifié et il n'y a pas eu de diversification de l'économie vénézuélienne. Parce que concernant cette alphabétisation, il y avait une mission dont j'ai oublié le nom, mais qui comprenait par exemple la distribution
de livres aux enfants, entre autres. Et La mission lecture. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, dans une intervention que tu as faite récemment dans une soirée de R, je crois, tu as insisté toi-même, comme le faisait Chavez, ça c'est des passages que j'ai bien aimé dans ses discours, sur l'importance de la lecture. Dans ses discours, il aimait bien tout d'un coup faire référence au livre qu'il était en train de lire, ou le brandir, même parfois aux Nations Unies, au loin de chez lui, il y a eu des épisodes comme ça. Toi-même, tu y attaches une grande importance à ça. C'est tout à fait, oui, c'est une des grandes leçons à tirer de la façon de gouverner de Chavez, c'est-à-dire qu'il incitait systématiquement les gens à se plonger dans la lecture, à lire, tel est notre slogan, telle est notre devise. Il disait aux Vénézuéliens très souvent, lui-même quand il faisait ses émissions, il avait des piles de livres autour de lui, et puis il en saisissait un, il ouvrait les pages, il disait qu'est-ce que j'ai lu la dernière fois qui était intéressant, et puis il lisait des passages entiers de bouquins, il lisait Nietzsche devant des enfants, il lisait en permanence. Chavez était un homme qui lisait beaucoup. Je sais par des connaissances qu'il lisait jusqu'à 5 heures par jour, alors même qu'il était au pouvoir. Ah oui, pour un homme d'État, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, effectivement, il attachait beaucoup d'importance à la lecture et il incitait les gens à lire. Et d'ailleurs, c'était non seulement un discours, mais il l'appliquait aussi dans ses politiques sociales, puisqu'il éditait des bouquins qu'il distribuait gratuitement. C'est-à-dire que moi, quand je suis allé au Venezuela concrètement, la dernière fois que je suis allé, c'était en 2013 pour la mort de Chavez, mais avant 2010 pour ma thèse de doctorat. Vous avez des gens qui vous donnent des bouquins qui ont des étalages de bouquins et qu'on peut s'en saisir et partir sans les payer. C'est gratuit, quoi. Il y a des bouquins gratuits au Venezuela qui sont édités. Concrètement, c'est quelque chose d'assez. On peut dire ça pour la lecture et également pour la musique. Oui, alors oui, ça c'est un programme, le programme Systema, c'est bien ça. C'est le Systema qui existait avant Chavez, mais que Chavez a... Ce n'est pas un art martial, hein, c'est pas le... C'est pas le Systema russe, non. C'est, le Systema, c'est un programme social qui a été créé dans les années 70 par un homme, un musicien lui-même, compositeur, et l'idée en fait c'était de financer des cours de musique gratuits pour tout le monde. C'est d'une simplicité biblique. Et Chavez a développé ça, a loué des fonds, des milliards de bolivars pour ce programme. Et concrètement, ça veut dire que l'État vénézuélien octroie à chaque petit enfant vénézuélien qui veut faire de la musique un instrument de musique et l'invite à aller à des cours chaque semaine de musique. Ce qui matériellement est encore autre chose qu'un livre, c'est quelque chose qui enfin je veux dire, sur le plan financier, c'est encore une autre implication. C'est une implication énorme. Un Stradivarius ou un livre de poche, c'est pas tout à fait... Et c'est une implication énorme. C'est effectivement une politique très volontariste, qui prouve que d'ailleurs Chavez n'était pas un démagogue, puisque quand on est un démagogue, on fait des choses, on a une vision court-termiste. Là, en l'occurrence... Et puis quand on est un démagogue, en général, on n'incite pas trop ses concitoyens à lire et à réfléchir par eux-mêmes. Non, effectivement, c'est pas trop dans son intérêt, puisque ça peut se retourner contre soi. Là, en l'occurrence, le pari de Chavez, c'était au contraire d'élever le niveau des Vénézuéliens pour qu'ils comprennent tout l'intérêt qu'ils avaient, eux, à justement ne pas suivre la propagande médiatique, à la comprendre, déjà à détecter cette propagande, à la comprendre, à avoir du recul sur elle et à analyser la situation du Venezuela d'un point de vue suffisamment global pour comprendre que tout ce qui survenait était en fait le fruit, d'une volonté politique et économique d'asphyxier le Venezuela. Mais pour tout ça, il faut avoir du recul pour essayer d'analyser et de comprendre ce qui est en train de se passer. Précisons que le programme musical dont on parle s'inscrivait aussi dans un autre objectif, qui était la lutte contre l'insécurité et la violence, qui est malheureusement endémique au Venezuela, en disant qu'il valait mieux avoir une flûte qu'un flingue, quoi, pour un gamin. C'est ça. L'idée c'était ça, bien sûr, c'est d'élever le niveau Toi-même, tu as vu dans les quartiers populaires des enfants, par exemple, jouer de la musique ou s'exercer. Bien évidemment, bien sûr. Des jeunes qui jouent du classique dans les quartiers populaires, je dirais pas que c'est banal, mais presque. C'est-à-dire que vraiment les enfants dans les quartiers pauvres ont cet amour de la musique. Et d'ailleurs, le Venezuela a un très grand niveau dans la musique classique. Oui, tu cites d'ailleurs des virtuoses étrangers qui font l'éloge de cette politique-là par rapport au niveau... Par rapport dans le monde, c'est l'une des capitales de la musique classique, c'est le Venezuela, clairement. Est-ce que ça s'inscrit aussi dans une lutte culturelle, on va dire dans un cadre métapolitique, par rapport au soft power américain, que ce soit le rap, la musique industrielle qui essaime d'Occident jusqu'au reste du monde, alors que là, c'est presque une forme de résistance d'enseigner le solfège à ses enfants plutôt que
que de les livrer à écouter du Shakira. Bien évidemment, l'idée de Chavez, c'était de lutter également contre un autre impérialisme dont on parle peu et qui est pourtant le principal, c'est l'impérialisme culturel. C'est-à-dire qu'effectivement, les Vénézuéliens, il faut savoir que depuis les années 70, 60-70, il y a une américanisation de la culture vénézuélienne, une influence très forte du grand frère américain sur cette petite nation. Ne serait-ce déjà que dans le sport national. C'est-à-dire que le sport national, c'est le baseball. Et non donc, comme aux États-Unis, c'est le baseball et non le foot. Il y a des spécificités culturelles, effectivement, qui sont directement tirées de l'exemple des États-Unis. Et Chavez voulait lutter contre ça. Et donc, pour ça, la musique classique était une arme pour Chavez. Pour essayer d'extraire les gamins au rap, à la culture du bise et du bif, quoi, comme on dit. Contre la violence, le culte des armes, le culte de la violence, tout ça, effectivement. Puisqu'on parle de l'américanisation, on va brièvement parler de géopolitique, mais brièvement, parce que ça pourrait être un sujet en soi. Mais évidemment, une des choses qui a valu cette réputation du Venezuela, c'est pas uniquement sa politique intérieure, mais le choix de ses relations internationales. Alors on sait les difficultés qu'il avait, notamment avec les États-Unis. Il y a sa critique d'Israël et son soutien aux ennemis d'Israël. C'est une nation antisioniste. En Amérique latine, il y a le grand frère Cuba, je pense que c'est la première chose qu'on lui a reproché. Et à l'échelle du monde, il y a eu des pays comme la Libye au temps de Kadhafi, l'Iran, Ahmadinejad a été reçu effectivement à Caracas, la Palestine, on l'a dit, et la Chine qui était plus discrète, mais qui était un partenaire tout à fait efficient, et également la Russie et la Biélorussie. Loukachenko a envoyé un de ses proches à Caracas. Quand on fait cette liste de pays, c'est pas tout à fait, c'était pas tout à fait le rêve de George Bush, quoi. C'est une autre liste, c'est la liste, c'est l'axe du mal et ses dépendances. Bien sûr, Chavez s'est trouvé des accointances politiques immédiates avec notamment Poutine, mais finalement dans une logique assez cohérente d'anti-impérialisme radical, où Chavez considérait non pas que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. C'est parce que souvent, quand on dit aux gens issus de l'extrême gauche française, vous voyez, Chavez a été ami intime avec Poutine, avec Bachar al-Assad, avec Kadhafi, ils vous disent oui, mais c'est parce que lui considérait que les ennemis de mes ennemis sont mes amis, comme si Chavez avait une logique à deux niveaux, quoi. C'est-à-dire c'est bien ou mal. Non, c'était beaucoup plus subtil que ça, c'est simplement que Chavez avait compris que en fait la Russie était dans le même si vous voulez subissait les mêmes coups que le Venezuela en termes de diabolisation médiatique, d'attaque de son économie sur la défense de la santé. Ce qui permettait des partenariats économiques, militaires, énergétiques parfois. Bien sûr, bien évidemment. Et donc la Russie de Poutine a énormément aidé le gouvernement du Venezuela, l'aide encore d'ailleurs actuellement, mais surtout d'un point de vue militaire. Les Russes ont beaucoup aidé militairement Chavez, c'est-à-dire que c'était pendant un moment le premier partenaire militaire de la Russie, c'était le Venezuela. C'est ça qui faisait peur notamment aux Colombiens, je crois, au moment où ils voyaient un réarmement qui les menaçait. C'est ce que disait Chavez souvent, c'est notre révolution est pacifique, mais pas désarmée. Et donc, et lui-même d'ailleurs étant issu de l'armée, avait à cœur justement de donner à l'armée les moyens de défendre la patrie. Et il disait souvent, si vous mettez les pieds ici, vous aurez la guerre de 100 ans. Il prévenait les États-Unis. Nous préférons manger des pierres plutôt que de nous soumettre. Donc lui, il était vraiment dans une logique jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que s'il y avait une agression du Venezuela militaire, pour lui, c'était le point de départ d'une guerre de 100 ans, mais aussi d'une guerre continentale. Parce que, et c'est d'ailleurs ce qui fait que les États-Unis ont usé de méthodes un peu, je dirais, diagonales pour essayer de contrecarrer Chavez. C'est le fait qu'ils avaient peur d'une diffusion d'un conflit localisé à l'ensemble du continent. Oui, bien sûr. Et donc Chavez effectivement a porté l'effort sur l'armée, mais les Chinois aussi l'ont aidé dans d'autres domaines industriels. Il a fait de nombreux accords sud-sud. Lui, son idée, c'était justement des partenariats avec d'autres pays du terrain. On ne va pas parler de l'ALBA, parce que c'est un sujet en soi, mais signaler ça pour ceux qui s'intéressent, faire une recherche sur Google, voir un peu de quoi il s'agit. L'ALBA, oui, tout à fait. L'Amérique, c'était avec Israël également le grand ennemi, mais pas sous une forme essentialiste, puisqu'il était allé voir aussi des syndicalistes américains quand il allait à New York à l'ONU. Il veut racheter une fabrique de biscuits pour protéger les travailleurs, enfin des camouflets assez drôles. Et à titre individuel, il avait
des rapports qu'il a lui-même médiatisés avec des citoyens américains qui lui étaient plutôt sympathiques. On pense, il y a Chomsky bien sûr, enfin là il le cite, je ne sais pas s'ils se sont rencontrés, mais dans Chomsky, une de ses références, il le cite à l'ONU. En économie, il s'inspire beaucoup de Stiglitz. Et dans ton anthologie de discours, tu parles d'entrevues avec par exemple Sean Penn, Oliver Stone qui a fait ce fameux film, Michael Moore également, il y a un passage très drôle. Donc il n'était pas, disons, il était pas bêtement anti-américain, et il avait aux États-Unis des relations privilégiées avec quelques personnalités de l'opposition. Non, bien sûr, il n'avait pas une vision binaire des choses. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'en fait, quand Obama a pris le pouvoir en 2009, je crois, il lui a offert un bouquin, il lui a offert Les veines ouvertes de l'Amérique latine de Eduardo Galeano, en lui disant, et c'est des mots qui sont importants, I want to be your friend. Oui. Alors qu'il sait très bien que Obama est le représentant de l'Empire. Il sait très bien, et il le disait d'ailleurs, on fait très peu, on a très peu d'espoir dans la politique que va mener Obama, ça ne va rien changer. D'ailleurs, Hillary Clinton était secrétaire d'État, donc en quelque sorte ministre des Affaires étrangères des États-Unis à cette époque, et Hillary Clinton, on sait tout ce qu'elle représente. Donc Chavez ne se faisait aucune illusion, et pourtant il lui dit malgré tout I want to be your friend, justement pour montrer qu'il n'est pas dans une logique. Oui, qu'il est prêt à repartir sur de bonnes bases si par chance il y avait vraiment un changement du côté américain. Et il a toujours fait la distinction entre le peuple et ses gouvernants. Il a tout fait, si vous voulez, pour avoir des relations amicales avec les États-Unis. Et d'ailleurs, il disait que Bill Clinton s'était mieux comporté avec lui que ne l'avait fait Obama. À titre plus anecdotique, j'aimerais te donner quelques citations de gens qui ont parlé de Chavez, ou en bien ou en mal, pour me dire si tu es d'accord ou pas, et la manière dont tu pourrais le commenter. Alors, en premier, ça nous vient d'Amérique latine, c'est le romancier, écrivain colombien, je crois, Gabriel García Márquez, colombien, qui a rencontré d'ailleurs Chavez. Il explique, ça c'est un témoignage que j'ai trouvé dans un numéro du Monde diplomatique de 2003, qui se sont vus à Cuba et qu'ensuite il lui a proposé de prendre l'avion jusqu'à Caracas. Et il écrit ceci sur Chavez au moment où ils se séparent à l'aéroport de Caracas. « Avec une accolade caribéenne, le président prit congé de moi. Tandis que je le voyais s'éloigner, entouré de ses gardes militaires décorés, je fus saisi par l'étrange sensation d'avoir voyagé et conversé avec plaisir avec deux hommes fort distincts. L'un, auquel la chance obstinée offrait la possibilité de sauver son pays, et l'autre, un illusionniste qui pourrait bien rester dans l'histoire comme un nouveau despote. » Donc ça date de 2003, donc 10 ans avant sa mort. Comment tu vois le regard de ce Colombien? Alors comment je vois le regard de ce Colombien? Effectivement, c'est... Gabriel García Márquez, c'est un monument de la littérature sud-américaine. Bon, il a cette vision un peu... il dit, en quelque sorte, dans ses propos, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a deux Chavez. Il y a le Chavez libérateur, et il y a le Chavez despote. En quelque sorte, c'est ça. Il a peur de la figure du caudillo dont on parle souvent. Il a peur de ça. Après, l'histoire lui a donné tort, finalement, parce que Chavez, qu'avait-il de caudillo? Effectivement, ce serait intéressant de l'entendre 10 ans après, ou enfin 15 ans après, peut-être qu'il... Oui, c'est vrai. Il avait tort. Alors ensuite, là, on est moins dans la nuance avec Alexandre Adler, dans le Figaro du 18 août 2004, qui qualifie le chavisme de populisme créole irresponsable et Chavez de gorille bolivarien. Oui, ça, j'ai trouvé ça dans le bouquin de Michel Collomb, qui selon lui, voit même une forme de racisme presque dans cette... Ah, bien sûr, bien sûr. Allez dire à un ministre noir français que c'est un gorille, il va vous tomber dessus pas mal de choses. Non, donc effectivement, c'est un propos clairement dans la droite ligne finalement de ce qu'on dit sur lui, sur Chavez, de nombreux médias internationaux et parmi eux les médias français. C'est-à-dire c'est la stratégie de diabolisation très classique qu'on connaît. Et d'ailleurs, je le dis puisqu'on l'a pas dit tout à l'heure, mais quand Chavez était dans cette campagne présidentielle en 97-98, on disait de lui que c'était justement un militaire d'extrême droite, on le comparait à des dirigeants fascistes, on disait de lui que c'était peut-être même un nazi, allez savoir. Donc effectivement, c'est la stratégie de diabolisation qu'on connaît, et Adler en fait pas. Adler est une de ses voies. Quelque chose de plus amusant, ça c'est dans un livre de Jean-François Kahn, son Abécédaire malpensant, qui date de 2007. Donc voilà, il y a des mots-clés qui apparaissent, et à la lettre V, on trouve Venezuela, et il présente le pays comme ça. Beaucoup considèrent que sous la férule de Chavez, ce pays vit sous un régime dictatorial. La preuve en est que la principale chaîne d'opposition a été fermée par consigne du pouvoir. En France, cela ne pourrait évidemment pas arriver. Il est vrai qu'il n'existe aucune chaîne de télévision d'opposition. Donc,
Bon, on imagine ce qu'il veut dire par là. Et effectivement, c'est une chose dont on a beaucoup parlé et que tu as souvent corrigé face à ceux qui te disaient ça, cette fameuse histoire de la chaîne d'opposition. Enfin, des chaînes d'opposition. Oui, oui, non, mais ces chaînes n'ont pas été fermées. De toute façon, une chaîne qui appellerait en France au coup d'État contre le gouvernement de François Hollande serait fermée immédiatement, sans autre forme de procès. C'est une évidence. Là, ce qu'a fait Chavez, au contraire, c'est quelque chose d'assez, je dirais, doux. C'est d'attendre que sa concession arrive à échéance. Et une fois qu'elle est arrivée à échéance, comme l'État a une prérogative, c'est de choisir qui va investir cette chaîne, en quelque sorte, qui va utiliser ce canal hertzien, cette chaîne, quoi, eh bien, il a choisi de donner ça à, d'ailleurs, une chaîne qui émanait du peuple, une chaîne participative, petite chaîne. Donc, et d'ailleurs, cette grande chaîne a continué à émettre sur le câble. Donc c'est ce que disait Chavez quand on lui posait la question, et c'est ça qu'il faut répondre. Oui, donc on est donc loin d'un coup de force autoritaire, vraiment. À aucun moment. Alors, citation suivante, alors celle-là, elle nous vient de chez moi, de Suisse. Elle vient d'un de mes amis qui est un metteur en scène, disons situé très à gauche, qui est Dominique Ziegler, et dont le Courrier, qui est un quotidien de gauche, daté du 13 mars 2013, il écrit ceci. Selon Hegel, les grands hommes ne s'appartiennent pas, ils sont l'émanation de la volonté collective, l'incarnation d'un mouvement. Il ne faut donc pas uniquement considérer Chavez comme une entité individuelle, mais bien comme le symbole en marche d'un mouvement international populaire anti-impérialiste, bien plus large que ce que les médias ne laissent transparaître. On est loin du matérialisme strictement marxiste, on en revient à cette idée non seulement d'homme providentiel, mais de destin. Est-ce qu'on s'en porte là, est-ce que dans la mystique, ou est-ce qu'il y a vraiment du sens à parler comme ça? Chavez lui-même disait « Je ne suis qu'une fragile feuille emportée par un ouragan révolutionnaire ». C'était l'une de ses phrases. Et il voulait dire par là qu'effectivement, si ça n'avait pas été lui, ça aurait été un autre. C'est-à-dire qu'il lui-même faisait cette distinction entre l'homme et ses capacités oratoires, etc., et le sens de l'histoire, qui selon lui, à cette époque précise du Venezuela, à ce moment-là, il le dit d'ailleurs dans son discours d'investiture, il ne pouvait pas arriver autre chose au Venezuela aujourd'hui en 98. C'était évident que le peuple allait devoir reprendre à un moment donné la main sur son propre destin. Donc Chavez, effectivement, participait d'un mouvement général, d'une lame de fond sociale, économique, politique, et que c'était une conséquence plus qu'une cause. Maintenant, moi, ce que j'aime bien quand même malgré tout inverser les choses et voir quelles sont chez Chavez les qualités qui ont fait qu'il a pu être cet homme providentiel à cet instant précis. Et là, parmi ces causes, effectivement, on trouve ce que je disais tout à l'heure, cette relation au peuple très particulière qu'il avait réussi à tisser grâce à ses capacités oratoires et sa clarté d'élocution. Et justement, ce bon sens populaire qui était profondément enraciné en lui et qu'il arrivait à transmettre aux Vénézuéliens, discours après discours, à faire comprendre les grands enjeux de la nation. Et il y a des enjeux qui sont d'une complexité très grande et que malgré tout, les Vénézuéliens les plus pauvres et peut-être les moins éduqués arrivaient malgré tout à comprendre que Chavez agissait pour leur bien, que Chavez gouvernait la nation dans le sens qui était le moins pire. Toujours en Suisse, enfin, il s'agit d'un auteur français qui est Ignacio Ramonet. Je connais, oui. Tu le cites d'ailleurs parce qu'il a écrit il y a quelques années un des ouvrages de référence en français quand même sur c'était quoi, des entretiens avec Chavez. C'était un des entretiens enregistrés avec voilà. Chavez. Et il a confié le 24 avril 2015 dans le cadre d'un entretien à Gauche Hebdo, qui est un hebdomadaire suisse marxiste. Il écrit ceci, et ça il fait une comparaison avec l'Europe. Si on devait le rapporter à des paramètres français, on dirait que Chavez, c'est à la fois le Front populaire et De Gaulle. Il a apporté à son pays ce que le Front populaire a amené d'avancées sociales en France en termes de congés payés, de pensions de retraite, d'écoles et de santé gratuites, tout ce que l'on appelle la sécurité sociale. Et en même temps, tout ce que De Gaulle a apporté, la souveraineté nationale, la dignité nationale, l'indépendance nationale. Est-ce que cette synthèse te paraît juste entre ces deux côtés? Parfaitement. C'est la réconciliation. Parfaitement, et d'ailleurs Chavez citait régulièrement De Gaulle. Et il disait je n'imagine pas la France autrement que grande. Je n'imagine pas le Venezuela autrement que grand. Ouais, c'est ça cette phrase. Donc oui, De Gaulle est le Front populaire, c'est-à-dire le socialisme et la patrie, en fait. Bien sûr, dont on parle depuis des années par chez nous. Et la dernière citation, en fait, c'est une citation de toi, puis j'aimerais bien que tu la lises, parce que de toute façon, moi, j'ai vraiment plus de voix. C'est ce que j'ai mis en jaune, c'est-à-dire ce paragraphe jusqu'à la fin de la phrase. Et ça parle de la question de la patrie. Et je trouve que c'est une bonne conclusion à notre entretien.
C'est parce que les élites d'ici et d'ailleurs sont conscientes de la puissance unificatrice de ce sentiment d'amour, donc le patriotisme, qu'elles s'emploient à diaboliser puis assassiner les tribuns qui, par leurs verbes, savent l'exalter et rendent ainsi possible l'unité nationale. Pour les ennemis des peuples, pour cette oligarchie anti-patrie, entre guillemets, c'était le terme de Chavez, il ne faut pas que nous soyons unis. Il faut que nous soyons seuls, sans famille, sans frontières, sans repères, sans valeurs, sans état-nation, sans racines, sans transcendance, sans espérance, sans défense face au système de gouvernance globale dont il parachève la construction. Des consommateurs dociles plutôt que des peuples libres, c'est contre cette fatalité qu'Hugo Chavez se dressa. Eh bien, Vincent, moi je te remercie. Merci à toi. Et je te souhaite une bonne soirée et une bonne À continuation. toi aussi, merci beaucoup. Et puis toi, soigne-toi bien. Merci. J'ai comparé la situation des classes pauvres vénézuéliennes dans les quartiers les plus pauvres de Caracas avec la situation socio-économique des Colombiens dans les quartiers les plus pauvres de Bogota. Donc c'est exactement ça que j'ai fait. Et en quelques mots, quelle est la conclusion de cette comparaison, si tu devais la résumer à gros traits? Alors si je devais la résumer à gros traits, je dirais que le bilan est contrasté chez Chavez. C'est-à-dire qu'effectivement, il est parvenu à redistribuer l'argent du pétrole, qui était une lutte monumentale qu'on n'imagine même pas. Pour reprendre le contrôle de la manne pétrolière au Venezuela, Chavez a dû affronter les plus grandes puissances de la planète, financières, industrielles, politiques, médiatiques. Et donc, il a tenté ensuite de redistribuer cet argent récupéré, de le redistribuer. C'est ce qu'il appelait semer le pétrole. Donc, effectivement, si vous voulez, dans la redistribution du pétrole, depuis l'État jusqu'aux plus pauvres d'entre les pauvres, il y a des institutions. Et moi, c'est ce que dans ma thèse, j'ai appelé les barrières institutionnelles. C'est-à-dire qu'à plusieurs niveaux de cette redistribution, l'argent est gaspillé. Donc, l'intention qui émanait de Chavez et de son intérêt, enfin de sa politique sociale, cette intention était bonne, mais ça ne se répercutait pas pleinement jusqu'aux classes les plus pauvres. Voyez. Donc, il y avait une inefficacité relative dans cette politique sociale, contrairement, si vous voulez, au modèle colombien, où là, ils ont fait le choix inverse, c'est-à-dire une privatisation des systèmes sociaux sur le modèle américain. Donc là, effectivement, le moteur du modèle social colombien, c'est le profit, la recherche de profit, c'est-à-dire qu'on a des assureurs privés qui vont chercher à maximiser leurs profits, à aller chercher les clients les plus solvables, etc. Avec des polices d'assurance, enfin, le système qu'on connaît aux États-Unis, exactement le système américain appliqué à la Colombie. Oui, donc parce que néolibéral. Quand tu parles, c'est pas mal comme expression, semer le pétrole, ça sous-entend qu'il s'agit d'un investissement et non pas de jeter de l'argent dans un puits sans fond. C'est ça. Il ne s'agit pas de faire un arrosage social, mais d'investir pour l'avenir. Exactement. L'idée, c'est vraiment de semer donc comme une graine, afin de donner effectivement les fruits plus tard, à l'échelle de 20, donc à plusieurs décennies, 20, 30, 40 ans, les fruits de cette politique de redistribution. Mais donc effectivement, cette politique, elle porte sur plusieurs domaines, l'industrie, le social, et dans le domaine industriel, et ça on peut en parler, c'est justement l'échec de Chavez de ne pas avoir réussi à sortir du modèle mono-exportateur de pétrole. L'enjeu fondamental d'une révolution, c'est de sortir de cette division internationale du travail qu'on a imposée aux nations. C'est-à-dire que le Venezuela produit du pétrole, la France produit des services... Voilà, il y a des pays ateliers, des pays ateliers, etc. Et ça, en fait, nous rend interdépendants les uns des autres et nous empêche de remettre en question le modèle économique mondialisé. Oui, absolument. Ouais. Parce qu'en réalité, un dirigeant qui cherche à s'émanciper de la tutelle des États-Unis, en d'autres termes de l'Empire, eh bien, va se trouver confronté à des forces économiques et des forces politiques et qui vont, si vous voulez, chercher à l'asphyxier. D'accord. Et quand on est mono-exportateur d'un bien, par exemple en l'occurrence le pétrole, et ben il est très facile tout d'un coup de faire un blocus économique sur un pays et dire ton pétrole on l'achète pas et tu crèves. D'accord, mais donc l'enjeu en quelque sorte, pour résumer, c'est d'arriver à diversifier son économie suffisamment rapidement pour pouvoir être indépendant et pouvoir vivre en quelque sorte au moins un temps en autarcie. Donc, tu veux dire son erreur, c'est peut-être d'avoir mis tous les œufs dans le même panier et de ne pas avoir diversifié ses ressources, les ressources du Venezuela. Dès que Chavez arrive au pouvoir en 98, il se rend compte bien sûr qu'il y a un problème dans l'économie vénézuélienne, c'est-à-dire que depuis un siècle,
les gouvernements, toutes catégories confondues, toutes gauche, droite, ont fait le choix de concentrer cette industrie sur la manne pétrolière. Donc ça a créé un État dans l'État, c'est l'entreprise vénézuélienne PDVSA, qui était une entreprise faussement nationalisée dans les années 70, mais qui servait l'intérêt d'une oligarchie, de l'oligarchie vénézuélienne. Oui. Eh bien, cette entreprise, effectivement, Chavez, son but, dès qu'il arrive au pouvoir en 90, c'est de la nationaliser afin de, comme je le disais tout à l'heure... C'est-à-dire de la nationaliser vraiment, parce véritablement. Elle prétendait l'être, mais il y a eu un montage, enfin, pas trop dans les détails, un montage financier un peu occulte qui a permis de la privatiser en douce, hein, si j'ai bien compris ce qui s'est passé avant son arrivée. Il y a plusieurs pages qui en parlent avec détail. C'est ça. Donc, l'idée, c'est de la nationaliser véritablement pour si vous voulez, utiliser cet argent du pétrole dans des programmes sociaux. Mais il se rend bien compte, dès qu'il arrive au pouvoir, qu'effectivement, il faut sortir de cette dépendance à l'égard du pétrole et essayer de développer, utiliser l'argent du pétrole pour développer les autres secteurs industriels, pour investir dans les biens de consommation courants, pour investir dans l'agriculture, c'est-à-dire pour se donner les moyens de résister aux attaques de l'Empire. C'est-à-dire pouvoir construire une économie suffisamment florissante pour subvenir aux besoins des Vénézuéliens. Car le problème du modèle mono-exportateur de pétrole, on peut en parler tout de suite, puisque ça a des conséquences directes sur ce qui se passe actuellement au Venezuela. On sait que la situation au Venezuela actuellement est extrêmement difficile. Le Venezuela se trouve au bord du gouffre. Mais pourquoi? Justement parce qu'en 14 ans de pouvoir... Et quand je dis 14 ans de pouvoir, en réalité, il faut enlever 3 ans où Chavez a été déstabilisé et 2 ans où Chavez a eu un cancer fulgurant, où il gouvernait à moitié. Donc en réalité, il reste assez peu de temps à Chavez pour diversifier cette économie. En fait, le Venezuela actuellement se trouve dans un problème insoluble parce que Chavez n'a pas réussi à diversifier son économie et que donc il est resté, le Venezuela, dépendant de l'extraction de pétrole. Ce faisant, en étant dépendant de l'extraction de pétrole, il est dépendant des dollars qui affluent dans l'économie vénézuélienne. Donc l'État, si vous voulez, voit à une masse de dollars qu'il utilise pour importer des biens de consommation dans les pays du Nord. Donc les Vénézuéliens sont dans cette situation de dépendance à l'égard des importations. D'accord ? Donc, par la force des choses, l'industrie pétrolière est absolument nécessaire aux Vénézuéliens pour pouvoir importer. Ils ne savent plus faire qu'une chose, si vous voulez, c'est d'extraire du pétrole et de l'utiliser pour acheter des biens de consommation. Et comme Chavez n'a pas réussi ce pari de diversification de l'économie, il reste dépendant du pétrole, il reste dépendant à l'égard des dollars, et donc ils sont, si vous voulez, dans une situation de fragilité à l'égard des cours du pétrole. Et on sait qu'actuellement, le cours du baril est à 45 $. Or, il faut que le prix du baril soit à 86 $ pour que l'extraction de pétrole au Venezuela soit rentable. Actuellement, effectivement, le gouvernement du Venezuela se trouve dans une situation absolument insoluble. Voilà. L'équation de l'économie vénézuélienne, elle est assez simple. Il faut que le Venezuela trouve 50 milliards de dollars par an pour payer ses importations et payer sa dette. À peu près 15 milliards et 35 milliards de dollars. Donc 50 milliards, avec un prix du baril à 45 $, il n'arrive à recueillir que 20 milliards. Il manque 30 milliards. Donc le Venezuela, effectivement, est dans une situation de quasi-faillite. C'est ce qui explique le fait qu'il y a des queues devant les magasins, parce qu'ils n'arrivent pas à acheter... Actuellement, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, c'est une situation... Avoir des réserves pétrolifères n'est pas un atout suffisant en soi. Ah mais non, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Non, c'est même un, si vous voulez, Enfin, il y a un concept en économie qui est le concept de syndrome hollandais. C'est-à-dire qu'en fait, un pays qui concentre son économie sur l'extraction d'un seul bien va se trouver confronté à un problème d'ordre monétaire. Puisqu'en fait, il va avoir un afflux de dollars qui va arriver dans son économie. Cet afflux de dollars va créer la confiance sur le marché d'échange des devises qui s'appelle le Forex, Foreign Exchange. Donc qui va faire que la monnaie nationale va s'apprécier. Parce que quand un pays a la confiance des investisseurs internationaux, sa monnaie s'apprécie. D'accord ? C'est la règle d'offre et de la demande de monnaie. En s'appréciant, cette monnaie forte va permettre au pays, si vous voulez, d'importer pour moins cher. Vous comprenez ? Une monnaie forte favorise les importations et au contraire défavorise les exportations, puisque les biens produits à l'intérieur du pays vont être relativement plus chers par rapport aux autres pays. Donc un pays qui exporte beaucoup de matières premières, qui est vendu en dollars, en devises étrangères,
Le pays a beaucoup de dollars, donc il va susciter la confiance des marchés internationaux. Vous comprenez? Donc il va pouvoir il va pouvoir importer pour moins cher, mais il va avoir plus de difficultés à l'exportation parce que cette production nationale va se trouver en concurrence avec les importations devenues moins chères justement en raison de cette monnaie forte. Donc en fait, il y a un effet de cliquet qui va arriver et dont les politiques n'ont pas ou peu la maîtrise au bout d'un moment. C'est que le pays va devoir, par la force des choses, se concentrer sur l'industrie du pétrole, sur l'industrie exportatrice, en l'occurrence, pour pouvoir payer ses importations pour pas cher. Oui, c'est un cycle infernal. C'est un cycle infernal. Et Chavez n'a pas su sortir de ce cycle. C'est l'erreur fatale. Est-ce qu'il aurait pu? Est-ce qu'il aurait pu? Alors c'est toute la question. C'est qui aurait pu le faire? Qui aurait pu sortir de ce syndrome hollandais? Qui aurait pu diversifier l'économie du Venezuela en 14 ans? C'est-à-dire, parce qu'il y a une inertie. Quand on a une industrie qui fonctionne sur un modèle pendant un siècle, on a beau faire une révolution radicale, il faut effectivement réunir des conditions. Je ne sais pas si quelqu'un aurait pu le faire à la place de Chavez. Chavez avait un soutien populaire immense. Alors moi je dis que si lui n'y est pas arrivé, qui aurait pu le faire? Ah bah tiens, puisque j'ai le livre, est-ce que tu peux me le dédicacer peut-être? Bien sûr. Ah, putain, c'est moi qui suis crevé.